Bonsoir à tous. Écrire ses mémoires, quel privilège tout de même. Au lieu d'attendre qu'une bio non autorisée vous tombe sur le crâne. En plus, dans ces mémoires, on peut arrondir les angles, on peut régler quelques comptes au passage. Et puis, contrairement à ce qu'écrivait, à ce que suggérait même Chateaubriand, les mémoires s'écrivent vivants. La preuve, il est avec nous. Jean Van Damme est l'invité de LCR ce soir. Et bonsoir Jean Van Damme. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir ce soir, c'est un vrai honneur. Moi j'aurais voulu savoir tout d'abord pourquoi on décide à un moment donné d'écrire ses mémoires. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe, on a envie de laisser une trace parfois. C'est pas une autobiographie, c'est une autobibliographie. Oui. Donc c'est mémoire des écritures, de l'écriture. Oui, je ne parle pas trop de ma vie privée, enfant, amour. Un petit peu quand ça a une incidence avec l'envie d'écrire ou une écriture. Ce qui se passe aussi, c'est que c'est vrai que j'ai été interviewé quelques fois pour des sorties d'albums, mais on parle toujours de mes succès. Il y en a eu. Mais on ne parle jamais de mes échecs, on ne parle jamais des trucs qui ont raté, des trucs, des déceptions. Donc j'ai voulu faire un itinéraire complet qui inclut aussi bien les succès, forcément, mais ça c'est plutôt vers la fin, mais aussi tous les efforts, les essais, les déceptions, les trucs qui n'ont pas marché. Et je trouve que c'est un ensemble. Tout le chemin d'une vie, quoi. C'est l'histoire d'une vie à partir du moment où on se met à écrire. Mais enfin, c'est vrai, c'est l'histoire d'une vie qui répond à une envie. Oui. Alors, vous ne parlez pas, c'est vrai, de votre vie privée. Il y a quand même un personnage, une personne très très importante pour vous. La première, c'est votre père. C'est mon papa. C'est sa bibliothèque aussi. C'est mon papa. J'avais perdu ma mère quand j'avais 2 ans. Donc j'ai vécu avec mon papa qui avait une très grande bibliothèque. Il lisait beaucoup. Et comme j'écris, il m'a appris à plonger dedans. Il avait aussi bien du Jules Verne, de l'Alexandre Dumas, des trucs à la portée du gamin que j'étais. Et puis progressivement, je suis passé, Fenimore Cooper bien sûr, puis je suis passé à... j'ai des trous de mémoire. Il vous a poussé à écrire ? Pas du tout. Pas du tout. Non, il me poussait à lire. Et c'est moi qui, la tête pleine de ces aventures et que je trouvais extraordinaires, je retenais pas le nom des auteurs, mais John Buchan. Et à un certain moment, j'ai eu envie de voir si je pouvais écrire aussi quelque chose. J'avais 15 ans, donc j'essayais d'écrire des courtes histoires qui forcément n'étaient pas ce qui s'était passé à la cour de récré, pas très intéressant. Et puis cette envie d'écrire, je lisais, et puis je lisais Hemingway, je lisais Simenon, et je crois qu'assez jeune, j'ai commencé l'écriture d'un roman que j'ai appelé Les dieux paralysés. Je vous dis tout de suite, le manuscrit traîne dans un coin. Il est encore dans un tiroir. Il est encore inachevé. Ça peut valoir beaucoup maintenant. Rien du tout. Et donc c'est resté là. Et puis il y a eu mon père qui avait eu une petite vie d'aventurier dans la première partie de sa vie. Aventurier en tout bien tout honneur, bien sûr, m'a poussé à faire, nous étions dans les années 50, c'est-à-dire c'était les 30 Glorieuses, tout le monde se hissait vers le haut, donc tu dois faire des études sérieuses, mon garçon. Tu dois aller à l'université. Oui, papa, très volontiers. J'ai donc fait des études d'ingénieur commercial, puis j'ai fait un service militaire. Mais déjà, pendant mes études, j'écrivais, j'ai commencé à traduire des bandes dessinées américaines pour le... C'est ça qui vous a fait pousser un petit peu les portes du monde de la bande dessinée tout doucement ? Un petit peu. C'était plus une espèce de passe-temps gentiment rémunérateur. Ça ne m'a pas vraiment ouvert à ce moment-là, la bande dessinée, mais je lisais déjà la bande dessinée. J'étais abonné à Tintin, pas Spirou, mais à Tintin, bizarrement. Donc je lisais la bande dessinée, mais c'était une distraction parmi d'autres. Et vous passerez chez Tintin, chez Spirou et dans plein d'autres maisons également, puisque le parcours est très long. On va pas dévoiler toute la vie, c'est impossible. Il y a des moments quand même clés. Moi, ce qui m'étonnait, par exemple, c'est Époxy. Ça, c'est une bande dessinée qu'on ne connaît pas trop. Vous avez commencé par écrire une bande dessinée érotique. Oui, c'est un peu un hasard, c'est-à-dire ma petite amie de l'époque était la voisine de Paul Cuvelier. Elle savait que la bande dessinée, je connaissais Corentin, bien entendu, que j'aimais bien la bande dessinée. Corentin de Paul Cuvelier. De Paul Cuvelier, bien sûr.
Et elle a proposé de l'inviter à prendre un verre, comme ça, pour bavarder. Bon, il arrive, et il parle de bande dessinée, et il faut savoir que c'était 2 ans après la sortie de l'album qui a secoué le landerneau de la bande dessinée, c'est Barbarella. Ah oui, de évidemment. Forest. Oui, oui, oui. Et Paul, qui était surtout peintre et qui aimait dessiner des nus, comme tous les peintres classiques, rêvait de faire une bande dessinée érotique. Alors je crois que j'avais bu 2-3 rhums à l'ananas. Il fallait bien ça. Oui, j'étais un peu impressionné quand même. Paul Cuvelier, Corentin, l'un des 4 mousquetaires de Tintin. Ouais. Et je lui ai proposé, j'ai dit, écoutez, si je vous proposais un scénario, est-ce que vous le liriez? Il a dit, oui, 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 oui. Et j'ai donc pensé à ça. Il aime le nu. Bon, on n'allait pas faire un truc cochon. Et puis je me suis rappelé mon goût pour la mythologie, qu'elle soit égyptienne, et tous les peintres vous montrent que les dieux vivaient tout nus. Je dis, ça c'est parfait, on va faire une histoire. Comme ça, tout le monde était content. Comme ça, tout le monde est content. On ne va pas entrer dans la lascivité. Donc, c'est érotique que. C'est gentil. Mais c'est gentil. Mais seulement, voilà, il y a des beaux centaures. Il y a des... Ceci dit, vous avez carrément un pied dans la porte du monde de la BD. On peut le dire, hein, avec Paul Cuvelier, tout ça va s'enchaîner. Vous allez rencontrer Roba, enfin plein de gens. Hein, ça va s'accélérer. Quels étaient les rapports entre les dessinateurs et les scénaristes? Ça, vous en parlez un petit peu, c'est parfois un peu tendu. Hein. Les scénaristes étaient ce qu'on appelle les auteurs de textes. Ouais. Le partenaire de l'éditeur, c'était le dessinateur. S'il avait un décoriste pour dessiner les décors, s'il avait un coloriste pour faire la couleur, s'il avait un scénariste pour écrire le scénario, c'est lui qui les choisissait et c'est lui qui les payait. Ouais. Donc seul le dessinateur était payé. Le nom du scénariste était en page de garde, auteur des textes. Oui, vous parlez même de Édouard Redance, je crois, qui ne voulait pas que votre nom soit sur la... Bah oui, mais vous rappelez. C'est parce qu'il voulait paraître auteur unique. Ouais. Non, les autres, malgré tout, ils voulaient bien que notre nom soit sur la page de garde. Parfois en tout petit, non? En tout petit, bien entendu. Et c'est eux qui nous payaient. Ben, ils ne nous payaient pas toujours. C'est ça le problème. C'est le dessinateur qui payait le scénariste, c'est ça? Absolument. Ah oui. Ça a bien changé quand même maintenant. Grâce à Grec, Charlier et Goscinny, qui étaient les 3 grands de l'époque, qui quand même avaient une personnalité suffisamment forte pour dire maintenant c'est terminé, on veut l'auteur, le scénariste, le nom du scénariste sur la couverture, et surtout, on veut que l'éditeur nous paye, nous, directement. Donc là, heureusement, ils m'ont mâché le travail, et au moment où je suis passé professionnel, la chose était réglée, j'avais mon nom sur la couverture. Et vous étiez un scénariste demandé, vous allez faire plein de rencontres. On ne va pas tout citer, Largo Winch, 13, etc. Moi, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de Rosinski, la rencontre avec Rosinski, c'est en 76. Mais elle a été déterminante pour 2 raisons. Je venais de démissionner donc, de mon poste de directeur chez Philips. Oui. Et je voulais gagner ma vie en écrivant, mais je voulais écrire des romans, parce que le peu de bandes dessinées que j'avais fait n'avait mené pas à grand-chose. Je m'étais dit, c'est pas pour moi, donc j'ai commencé à écrire des romans. Et vous avez été édité au Mercure de France. Et j'ai été édité au Mercure de France. Et cette même année, outre que j'ai rencontré la femme de ma vie, qu'il est toujours d'ailleurs, je rencontre Rosinski, polonais égaré en Belgique, qui par hasard se retrouve chez moi. J'explique par quel hasard en fait il rentre. Oui, vous expliquez tout ça. Et ça a été déterminant, pour lui comme pour moi d'ailleurs, parce qu'on a eu un projet ensemble. J'ai vu qu'il avait un dessin qui ne subissait aucune influence belge, ni l'école de Marcinelle, ni l'école de Bruxelles, d'Hergé, etc. Et donc on a commencé, et c'est lui qui c'est à cause de lui que j'ai repris le chemin de la bande dessinée, que j'y ai repris goût. C'est un dessinateur exceptionnel, que j'y ai repris goût, et c'est en fait avec lui que j'ai fait mon premier, progressivement, succès avec Torgal. Avec Torgal. Donc c'est déterminant cette rencontre. Torgal qui continue à cavaler tout seul, vous êtes retiré, vous dites, une fois que c'est fini, moi c'est fini. Mais oui, c'est-à-dire j'étais un petit peu arrivé au bout, je ne vais pas dire de mon inspiration, mais disons que là, il me semblait que j'étais arrivé au bout du personnage, et donc, contrairement à Hergé, moi je ne veux pas que les personnages aillent dans mon cercueil avec moi, donc ils appartiennent au public, et donc d'autres ont repris, enfin Rosinski continue à le dessiner, avec un scénariste et même d'autres scénaristes, puisque maintenant il y a ce qu'on appelle les mondes de Torgal, qui sont des spin-offs, et surtout l'univers de Torgal. Ce qu'on fait de plus en plus. Qu'est-ce que vous pensez, quel est votre regard sur la bande dessinée aujourd'hui, telle qu'elle se fait, telle qu'elle se vit? D'abord, il y a surnombre de parutions, bien sûr. On est passé de 600 à 5000 titres
ce qui n'arrange pas toujours le libraire parce que le rayonnage ne sont pas assez grands. Et puis il faut vendre tout ça aussi. Et il faut vendre tout ça. Et comme il n'y a plus de place pour les ventes de fond, c'est-à-dire les anciens titres d'une série, les éditeurs ont tendance à bouder maintenant les séries en long cours et préfèrent ce qu'on appelle les one-shots, les histoires complètes en 1, 2 ou 3 volumes. Donc il y a déjà... Et quand on fait des one-shots, c'est un côté plus littérature graphique. Ouais. Vous en avez fait aussi, hein, mais pas beaucoup. Mais j'en ai fait 7 au total, donc c'est pas énorme, mais j'y ai chaque fois pris beaucoup de plaisir parce que c'est un univers à part, donc on a une excitation nouvelle. Et donc la bande dessinée évolue pour ça, et alors elle évolue pour autre chose aussi, c'est que la nouvelle génération qui remplaçait avant ceux qui, vers 25-30 ans, avec leur attaché-caisse, leur cravate, cessaient d'acheter de la bande dessinée, étaient remplacés par les jeunes de 12, 13, 14 ans. Ah oui. Maintenant, ils sont tous dans Facebook, ils sont tous dans les jeux vidéo, et le renouvellement ne se fait pas au rythme des années précédentes. Donc il y a deux manques, ce qui fait, on ne va pas dire que la bande dessinée est en crise, mais la bande dessinée a un avenir un petit peu difficile. Il reste quand même des bons auteurs, des bons scénaristes. Vous citez Stéphane Desberg, par exemple. Stéphane Desberg est un des bons scénaristes belges. On n'en a pas des masses, mais on a Stéphane Desberg, on a Denis Lapierre, on a Jean Dufaux, mon ami Jean Dufaux, bien sûr. Il y en a quand même, Zidrou, il y en a quelques-uns quand même. Et vous les connaissez tous. Je vous conseille vraiment de vous plonger dans ces mémoires d'écriture parce que si vous êtes passionné des BD, même si vous ne connaissez pas trop ce domaine, on revisite toute l'histoire de la bande dessinée belge et même au-delà, bien entendu. Votre coup de cœur, Jean Van Damme, c'est de l'opéra. On va changer un petit peu de... C'est de l'opéra non chanté. Oui, c'est vrai. En fait, je l'ai vu tout récemment, il y a à peine un mois, je ne connaissais pas du tout. Et ça s'appelle, c'est d'un auteur américain, mais même en anglais, le titre est français. La fille mal gardée. Donc en bon français, c'est La fille mal gardée. C'est chatoyant, c'est gai, c'est de la très bonne danse. C'est de la très bonne danse. On y fait aussi des pointes comme ailleurs, mais avec des costumes. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement joyeux, mais je ne me souviens plus du nom de l'auteur. Ah ben on recherchera. De toute façon, ça doit exister en DVD. La fille mal gardée, ça date, ça a été créé en 1950. Okay. Merci beaucoup pour ce coup de cœur. On découvre que vous aimez la danse, ce que j'ignorais. On découvre plein d'autres choses, beaucoup plus de choses d'ailleurs, dans ce livre qui est publié aux éditions Grand Angle, c'est ça? C'est édition Bambou, collection Grand Angle. C'est Bambou, c'est ça. Mémoire d'écriture de Jean Van Damme, voilà, vous le voyez affiché pour l'instant, c'est notre coup de cœur. Je vous conseille également l'exposition qui a débuté d'ailleurs depuis hier au Centre belge de la bande dessinée rue des Sables, exposition Jean Van Damme. Alors là, vous l'avez visité, vous étiez à l'ouverture. J'étais là, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Et j'étais au vernissage. Ben, je trouve que Patrick Gomer, le commissaire, a très bien fait son boulot, aidé par Jean-Claude de la Bruyère. Oui. Et Jean-Claude Bruyère, pardon. Non, c'est Bruyère. Bruyère, enfin bon. Et c'est assez subtilement fait, c'est très facile à suivre, c'est progressif, et les explications sont très très bonnes. Et ça fait drôle de voir une expo comme ça sur soi? Bah, écoutez, une expo pour un scénariste, on montre forcément des planches de dessinateur, mais on explique le processus, comment ces planches sont nées. Ok, merci Jean Van Damme d'être passé chez nous. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Demain, nous recevrons une jeune graphiste qui travaille dans le cinéma. Elle s'appelle Amira Daoudi. Passez une bonne soirée.